Ces terrasses de Tunis, devant l'infini moutonnement d'une capitale modernisée, sont peut-être le lieu le plus propre au dialogue ouvert entre les deux mondes, les deux esprits, peut-être les deux générations qui se heurtent aujourd'hui. Fiévreuse d'une science neuve et hantée par les ferments nés d'une réussite dont elle ne veut voir que l'aboutissement, une jeunesse ardente se refuse à ouvrir les yeux. Elle a vécu dans un monde déjà transformé par le modernisme. Elle regarde sans les voir, sans en tirer les leçons nécessaires, les vestiges d'un passé qui faisait, voici moins d'un siècle, le visage total de son pays. Peut-être est-il bon que ses devanciers lui montrent qu'elle constate aujourd'hui l'aboutissement d'une somme d'efforts menée en un temps parfaitement délimité, que cette Tunisie qu'elle regarde a 70 ans et n'a que 70 ans, les 70 ans de la présence française. C'est ce que lui rappelle, devant la ville moderne qu'est devenue Sfax, les remparts qui continuent de ceinturer la Médina de 1880. Car Sfax, comme Tunis, comme Sousse, n'était que cela en 1880, une Médina aux ruelles médiévales. Rien n'était survenu depuis le Moyen-Âge. Le monde tunisien, resserré entre les remparts de ces villes, se contentait encore, à la fin du siècle dernier, d'être un monde enserré dans les bandelettes des âges révolus. De vieilles citadelles, des mosquées admirables sans doute, furent les seules constructions élevées pendant ces siècles où le reste du monde s'éveillait chaque jour un peu plus à d'autres lumières. Et souvent d'ailleurs, ces monuments utilisèrent-ils les pierres, les colonnes et les ornements arrachés à des architectures antérieures. Car les Romains étaient passés par là. Pendant 6 siècles, ils avaient couvert le pays de villes florissantes. En 6 siècles, ils avaient créé une Tunisie aux campagnes verdoyantes, aux cultures irriguées, aux villes nombreuses. La carte de la Tunisie romaine montre combien dut être pleine l'exploitation du sol tunisien. Le nombre des villes de l'intérieur et leur presque complète disparition aux temps arabes manifestent éloquemment l'état de prospérité tunisien à l'époque romaine. 14 siècles s'écoulèrent qui ne surent rien conserver d'un passé fertile et prospère. L'ampleur de l'amphithéâtre d'El Djem, rayonnant sur une bourgade de terre, manifeste que là s'élevait une cité riche peuplée de 50 000 habitants. De quoi aurait vécu cette ville si la campagne avoisinante eût été comme aujourd'hui un désert? Seules quelques masures dressées à l'aide des pierres romaines s'ouvrent aux portes de Douga, qui fut une ville de pierre, qui possédait son forum, son théâtre, ses thermes, ses égouts et ses temples. Un réseau de routes parcourait la Tunisie avec ses ponts et ses ouvrages d'art. Qu'en reste-t-il? Sans entretien, elles se sont effacées. L'eau si précieuse courait dans les aqueducs. Les sources avaient été découvertes, aménagées, canalisées. Et la Tunisie est devenue un désert de sécheresse. Seul vestige d'une civilisation fertilisatrice, se dressent seulement aujourd'hui des colonnes solitaires. La terre nourricière, jadis couverte de moissons, encore semée des bornes de domaines, est rentrée en jachère depuis des siècles. Et d'immenses espaces, aujourd'hui déserts, furent autrefois couverts d'oliviers, comme l'enseignent les restes de centaines de moulins à huile. Une seule route existait, construite en 1860, de Tunis au Bardo, c'est-à-dire 4 km. C'est par cette route qu'arrivèrent au Bardo les plénipotentiaires français pour signer la fameuse convention illustrée par l'image qui allait permettre à la Tunisie de connaître une nouvelle lumière. Qu'était la Tunisie à l'heure du traité? Un pays sans sécurité, sans route, sans communication, sans hôpitaux, sans écoles modernes, où le pouvoir du bey, en dépit d'une force armée aux uniformes européens, restait enlisé dans un néant administratif, économique et social. Qu'était Tunis?
une petite cité entre deux bassins et dont on peut toujours voir les bornes. La mer baignait le pied de la Porte de France, on la repoussa d'1 kilomètre et c'est une création totale que la ville européenne de Tunis gagnait sur la mer. Et tout après 1881 suivit un élan de même sorte. À la place des sentiers de mulets, des pistes sableuses, des routes s'ouvrirent dans toutes les directions. Les premières voies de chemin de fer s'allongèrent un peu plus chaque année. Et l'on vit s'élever les premières gares, comme on devait voir naître dans un Tunis qui s'agrandissait chaque jour les premiers tramways. Comme on devait voir naître dans les premières années du siècle les services automobiles sur les routes maintenant frayées. Un réseau de plus en plus serré de voies de communication s'inscrivit sur le sol de la Régence. L'ordre régnait enfin, et les premières écoles s'ouvrirent. L'instruction moderne faisait ses premiers pas. Une politique de l'eau, à l'image de celle qu'avaient menée les Romains, commença à donner ses fruits. Et en même temps que s'étendaient les kilomètres de voies ferrées, que les trains poussaient vers Sousse, vers Sfax, vers Gabès, que les routes se substituaient aux pistes, que les ponts sautaient les oueds ou les ravins, de grandes révolutions s'instauraient, la population croissait et l'industrie naissait. Grâce au phosphate, pour la première fois depuis les siècles romains, la Tunisie exportait vers l'étranger. En même temps que l'ordre et la sécurité s'installaient, la propriété, basée sur des titres plus ou moins bien établis, malcommodes et souvent discutés, recevait des fondements définitifs. Des relevés de terrain permettaient de borner enfin des propriétés dont les limites restaient depuis toujours dans le vague. Et l'établissement de nouveaux titres complétés d'extraits de ce cadastre fixait définitivement les droits de chaque propriétaire. De nouvelles terres à culture furent conquises, de nouvelles fermes s'établirent et les araires défoncèrent ce sol qui n'avait pas connu de moisson depuis la Tunisie romaine. Grâce au génie et à l'activité de Paul Bourde, l'olivier retrouva la vie sur ces surfaces autrefois couvertes de son ombre. Et Sfax put à nouveau régner sur une forêt d'arbres argentés. Cet élan se brisa net soudainement. Le flot dévastateur de la guerre déferla sur ce pays qui entrevoyait luire déjà les fruits magnifiques d'un demi-siècle d'efforts qu'il avait fait sortir du néant. La bataille de Tunisie devait être âpre et dure, mais un jour de 1943, Tunis accueillait avec des cris de joie les troupes françaises qui ramenaient la victoire. Et des tombes jumelles marquaient l'union scellée dans la mort des Français et des Tunisiens. Un nouveau sommeil aurait pu saisir la Tunisie au lendemain de la grande épreuve. Rien n'était facile dans un monde appauvri par une catastrophe de 5 ans. Cependant, dès 1945, les ports tunisiens, guéris de leurs blessures, retrouvaient leur activité commerciale et le plan d'équipement reprenait sa marche interrompue depuis 5 ans. Un effort particulier vers l'instruction des masses bâtissait partout des écoles modernes.
et le nombre des écoliers s'élevait à 175 000, alors qu'il n'est en Égypte que de 131 000. En même temps, se créaient des écoles d'un niveau supérieur, destinées à doter la Tunisie d'élites modernes. La maladie reculait. Des équipes médicales allaient jusque dans les coins les plus éloignés, surveiller la santé des populations. Et tandis que s'élevaient des hôpitaux, on constatait que la population tunisienne était passée depuis 1881 de 1,5 million à 3,5 millions. De plus, cette population, plus nombreuse, vivait mieux également. Un Tunisien consommait par an 56 kilos de blé. Il en consomme 86 aujourd'hui. Sur toute la surface du pays, le décor de la vie moderne tend maintenant ses routes sillonnées de cars, jette ses ponts parcourus de trains, allonge ses pistes d'envol comme à El Aouina, qui est le plus accueillant et le plus joli des aéroports d'Afrique du Nord. La surface des terres cultivées est passée de 400 000 hectares à plus de 4 millions d'hectares, soit 10 fois plus. Et les grandes exploitations, domaniales ou communales, mettent en œuvre maintenant les plus gros moyens de culture. Enfin, dans ce pays naguère privé d'eau, de gigantesques travaux pourront stabiliser d'une part l'irrigation des terres pendant qu'ils créeront la force nécessaire au développement d'une vie industrielle en train de naître. Avec les deux barrages de l'Oued Meleg et de Ben Metir, une nouvelle fortune est donnée à la Tunisie, cette fortune qui se traduit en énergie et qui se chiffre en kilowatts. Le visage de la Tunisie se transforme d'année en année. Les anciennes capitales de tribus, resserrées entre leurs murailles, alignent maintenant leurs quartiers modernes à l'instar des villes européennes. Royaume moyenâgeux voici 70 ans, la Tunisie est en passe d'avoir fait aujourd'hui sa révolution. Il n'est que de la regarder pour le voir. Mais faut-il pour cela oublier que ces 70 ans sont ceux de la présence française? Faut-il oublier pour cela que depuis 70 ans, la route de l'avenir tunisien passe par la porte de France?